Lundi 30 mai 2022, bonjour et bienvenue à tous au 13h. Voici le sommaire. Au total, 91 filles de l'Atlantique littoral bénéficient cette année de la bourse du projet SWAIT. 275 000 pour soutenir et accompagner ces filles dans leur formation. On en parle dans ce journal. Les populations se plaignent de plus en plus de la pollution sonore. La police environnementale descend sur le terrain pour constater et sévir au besoin. Une équipe de la rédaction a suivi les éléments de la police dans leur action. Le point dans un instant. Hier 28 mai, les mamans étaient à l'honneur. Qu'est-ce qu'une mère et pourquoi célébrer les mamans? Jean-Claude James a recueilli pour nous quelques opinions que vous suivrez dans cette édition. Bonjour à tous et on démarre avec la pollution sonore, une situation déplorable que vivent les populations. Les cas sont légion dans les villes urbaines où la police environnementale a effectué des descentes suite à certaines plaintes. Jérôme Hongboy, Bruno Hotepo ont été témoins. Voici leur reportage. Dans les villes urbaines, Cotonou, Porto-Novo, Abomey-Calavi et autres, la pollution sonore est grandissante et les populations ne savent à quel sein se vouer. Ils dérangent du matin au soir. Ils commencent l'église de 8h jusqu'à 14h. À 14h, ils sont au repos. Donc, ils viennent encore à 20h. De 20h jusqu'à 5h du matin. Vous voyez un peu l'église en face là. Ils font excessivement du bruit comme maintenant vous-même vous écoutez. Donc vous devez remarquer qu'à l'heure-ci, maintenant, normalement, on devait rentrer, peut-être se coucher, peut-être être au repos, avoir la tête un peu calme. Voilà, on fait du bruit à côté. Après avoir travaillé, tu es venu à la maison pour te reposer, dormir. Mais si tu viens à la maison, c'est comme si la ville est encore mieux que la maison. Bon, aujourd'hui c'est lundi, ils vont nous laisser un peu. Ou bien demain c'est mardi, ils vont nous laisser un peu. Ce n'est pas ça. Chaque jour. Je suis un nouveau bachelier. Durant toute l'année scolaire, j'ai été gêné. Chaque fois qu'ils donnent leur sonorisation. Parce que quand moi je vais apprendre, ça me gêne beaucoup. Dieu, il n'est pas sourd. Dieu, c'est quelqu'un qui est calme, qui est tranquille. Et il aime là où il y a le calme, pour qu'on puisse l'adorer. C'est mon point de vue. Qu'est-ce que nous on peut? On ne peut rien. On ne peut rien. Sauf pour le gouvernement seul. Le gouvernement veille au grain. De nombreuses activités génératrices de pollution sonore sont menées, souvent même en pleine agglomération, sans autorisation préalable d'installation et sans précaution de nature à réduire les nuisances qu'elles génèrent. C'est pourquoi le Conseil a adopté le présent décret au terme duquel tout promoteur d'installation d'une activité génératrice de bruit soumise à déclaration ou autorisation obtient, selon le cas, avant l'ouverture, un avis technique de la direction départementale du cadre de vie territorialement compétente ou le certificat de conformité environnementale délivré par l'Agence béninoise pour l'environnement. Une plainte du sieur Kounoundji dans un quartier de Cotonou fait descendre sur le terrain la brigade de lutte anti-pollution. Le matériel de sonorisation est emporté et une convocation délivrée aux propriétaires de l'église. Le nombre de décibels qu'on a retrouvé au niveau de l'église s'élevait à 65,2, ce qui dépasse d'ailleurs le seuil infractionnel. Quand l'inspecteur descend sur le terrain, il mesure d'abord le niveau sonométrique. Si le niveau sonométrique est vraiment au-delà de la norme, alors là, on convoque le promoteur. Si c'est un bar-restaurant, on convoque le promoteur. Si c'est un pasteur, on le convoque. Si c'est l'imam, on le convoque. Il convoque, on le reçoit ici. Et on lui fait savoir ce que les tests prévoient en la matière. Pas plus de 50 décibels de production de bruit selon les périodes et les zones retenues par le législateur. Nous avons 3 zones. Nous avons les zones d'habitation, là où on sait que sur les agglomérations, les gens habitent. Il y a les zones commerciales et les zones industrielles. Donc en fonction de ces zones, et selon les tranches horaires, un seuil est fixé. En dehors de cet article 7 qui fixe les seuils, il y a l'article 10 et 11 qui font des interdictions formelles. L'article 10, par exemple, en ces alinéas dit clairement qu'il y a des tranches horaires où il ne faut pas mettre en marche les ateliers bruyants.
Il y a des heures où tout doit être calme autour des populations. On ne doit pas mettre en marche les ateliers bruyants. L'article 11 fait aussi certaines interdictions et interdit à ce que l'on implante des sources de bruit dans les lieux de culte, les maisons de culte, à côté par exemple des établissements scolaires, les centres de santé ou les services administratifs. L'article 11 interdit ça. Pendant ce temps, d'autres arraisonnements sont opérés sans état d'âme. On va procéder au retrait de vos appareils. On va vous laisser une convocation, vous allez regarder le service. Nous allons nous retirer au bureau. Il n'y a pas ça pour le moment. En fait, ce qu'on on va vite écouter. On est prêt à vous écouter. Le bruit nuit gravement à la santé. L'ambiance sonore, cacophonique, conditionne en fait les gens à l'hallucination et à des perceptions extrasensorielles. C'est-à-dire que vous finissez par accepter et par percevoir des objets imaginaires ou involontaires qui sont liés au fait que vous êtes conditionné par ce bruit-là et qui finit par vous faire croire à une réalité induite par les modifications de votre humeur et des perceptions de votre cerveau. Les boîtes de nuit, mais le bruit est assourdissant, mais dehors on n'entend rien. Donc la technique existe. S'il y a une église qui veut faire du bruit et qui ne veut pas qu'on le présente au procureur, il n'a qu'à s'arranger pour insonoriser son cadre. Pareil pour les bars, restaurants et consorts. La réglementation de la pollution sonore est un combat qui incombe à tous. L'infraction expose à des amendes et à des peines d'emprisonnement. C'est donc une décision gouvernementale. Les activités bruyantes sont désormais interdites les jours ouvrables de 13h à 15h et de 22h à 6h du matin. Les jours de repos de 20h à 10h du matin. Et cette réglementation s'applique aux moulins, scieries, forges, discothèques, bars, restaurants, ainsi que la circulation des véhicules de publicité sonore et toute autre forme de communication ou manifestation bruyante en zone d'habitation, y compris sur les lieux de culte. Les citoyens de l'Okossa accueillent favorablement l'actualisation de cette réglementation par le gouvernement. Ils sont au micro de Patrick Kayadji et François Zinsou. C'est une décision à saluer et à soutenir. Le bon sens est la chose la mieux partagée. Et comme le dit souvent un adage, la limite de ma liberté se trouve au commencement de la liberté des autres. Donc, prendre des mesures pour pouvoir assainir l'environnement social, je pense que ça n'a rien de mauvais. Et ce qui serait plutôt souhaitable, c'est que chacun à son niveau prenne toutes les dispositions nécessaires pour éviter de nuire à ses voisins. Sur ce point, vraiment, je tiens à remercier le gouvernement parce que avant, il y a des églises qui font du bruit et ça, vraiment, ça ne nous permet pas de nous mettre à l'aise pendant un intervalle de temps donné, surtout la nuit, tous les bars qui dérangent à une certaine heure. Donc vraiment, nous remercions le gouvernement sur ce point. Je dors ici et je n'attends même pas jusqu'à l'aube. Ça, ce n'est pas une bonne chose. On va encore parler, surtout pour les églises, les autres choses, les camions, ça nous dérange. Si quelqu'un est tensionné, à moins de choses, il va tomber. Et ça va créer du problème au Bénin. Donc, nous devons vraiment remercier le gouvernement actuel, lui dire félicitations et l'encourager encore. Parce que tel qu'il a démarré, nous sommes très particuliers, vraiment contents de lui. La décision du gouvernement est une très bonne décision. Surtout, les gens ne respectent pas les règles par rapport à la pollution sonore. Il y a des moulins, surtout des moulins à maïs, certains moulins à maïs ou bien des moulins à condiments surtout. Les gens fonctionnent encore jusqu'à 22h, au-delà de 22h. Et entre midi et 13h, 15h même, les gens continuent de travailler. Vraiment, ce n'est pas du tout bon. Et puis, ça ne permet pas aux gens de dormir, aux élèves qui sont aux alentours, n'est-ce pas, de bien étudier. Vraiment, ce n'est pas du tout bon. Et nous remercions sincèrement le gouvernement pour cette décision. Et nous lui demandons d'avancer encore correctement sur ce plan-là.
275 000, c'est le montant de la bourse annuelle que le projet d'autonomisation des femmes et du dividende démographique au Sahel Suède Bénin octroie aux filles des lycées techniques. Elles sont 91 au total à en bénéficier. Le lycée agricole Midi de Sékou a abrité la cérémonie de remise. Les détails avec Alessandra Djottan et Ramatou Lawani. C'est un nouveau chapitre du projet Suède qui se concrétise dans le cadre du volet du maintien des filles à l'école. L'octroi de bourse aux filles des lycées inscrites dans des filières qualifiées à tort de filières d'hommes. Si les garçons y arrivent et le peuvent, les filles aussi peuvent y arriver. Ces bourses sont dédiées aux meilleures filles qui sont inscrites dans les séries des sciences et techniques industrielles et agricoles. C'est pour donc les encourager et encourager d'autres à leur emboîter également le pas. Chères apprenantes, bénéficiaires de la bourse d'accompagnement, vous avez déjà fait le pas le plus difficile en faisant l'option d'aller vers l'enseignement, la formation technique et professionnelle, malgré vos conditions familiales défavorables. Désormais, les projecteurs sont sur vous. Les bénéficiaires proviennent des lycées et autres établissements de formation technique répartis sur l'ensemble du territoire national. De façon symbolique, 12 filles reçoivent ici leur chèque. Nous prenons l'engagement dès cet instant de faire bon usage de cette bourse qui sera entièrement consacrée à notre formation. Vous ne serez pas déçus et nous vous promettons d'améliorer nos performances scolaires. Elles sont des privilégiés de l'État qui s'emploient à favoriser l'intégration des filles dans les formations techniques et professionnelles. Cette prise en charge annuelle va s'étaler sur toute la période de leur cursus. Des professionnels des médias conviés à la relecture des tests fondamentaux des organes de gestion des médias du Bénin. Occasion pour eux également, au cours de cet atelier, de réfléchir sur les nombreuses difficultés auxquelles fait face la presse béninoise et d'en proposer quelques alternatives. Relire les tests fondamentaux des organes de gestion des médias au Bénin, c'est autour de cette problématique que les professionnels des médias du Bénin se réunissent. Une initiative qui vise à permettre à l'ensemble de la presse béninoise d'être plus crédible et responsable. Cet événement attendu par tous les acteurs des médias depuis de nombreuses années, en raison de nombreux défis auxquels notre corporation est confrontée, constitue l'aboutissement heureux d'un travail collectif. Depuis ce temps, le comité de relecture mis en place a travaillé sans répit et associé plusieurs compétences à sa cause pour l'examen minutieux des tests fondamentaux des organes de gestion des médias de notre pays, le Bénin. Des réflexions qui se mènent en présence des représentants de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication et ceux du ministère du Numérique et de la Digitalisation. La RAC vous félicite pour cette initiative qui permettra à l'ensemble de la presse de revisiter ces tests fondamentaux et d'engager la sève vivante, socle d'une presse crédible. La démocratie et l'état de droit que nous sommes en train de bâtir dans notre pays ont pour principale vitrine les médias. Dès lors, ceux-ci doivent être performants et répondre aux exigences actuelles, notamment la bonne gouvernance et la transparence. Le gouvernement de son Excellence, le président Patrice Talon, chef de l'État, chef du gouvernement, a déjà pris les dispositions qu'il a inscrites dans le PAG2. Le ministère du Numérique et de la Digitalisation apporte un soutien d'effectifs sans faille au présent atelier. Sont donc attendus de cette rencontre de pertinentes résolutions. L'examen du brevet du premier cycle BPC 2022, c'est le 13 juin prochain. Les autorités en charge de cet examen s'activent pour un bon déroulement de la phase écrite. Le ministre de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle, Yves Kouarouchabi, est allé samedi dernier à la DEC, la direction des examens et concours à Porto-Novo, pour s'enquérir du niveau des préparatifs. Fumé Bassao. Toute une batterie de cantines exposées dans ces salles de la direction des examens et concours à Porto-Novo qui partiront bientôt d'ici
pour les différents centres de composition. Mais avant, le ministre de l'enseignement secondaire, Yves Kouaro-Chabi, veut bien se rassurer du niveau des préparatifs. J'ai pu visiter toutes les salles où il y a le matériel sensible et autres. Et je puis vous rassurer que la feuille de route que nous avons préalablement établie dans le cadre donc, de l'organisation des examens, elle est en train de se dérouler correctement. La dématérialisation de l'organisation des examens au Bénin, un défi que les responsables au plus haut niveau tentent de relever avec succès. Le BEPC 2022 n'est pas du reste. L'an dernier, si vous vous souvenez, nous avons dit que l'établissement des listes de surveillants et de correcteurs se fera de façon automatisée. Ce qui nous a permis en son temps de gagner et en temps, et en énergie et en argent. Ce qui nous a permis d'éviter tous les trafics qui s'opéraient avant autour de ces questions. Il faut dire également que cette année, ce sera la dernière fois que nous organisons le BEPC format classique. Les réformes opérées par le gouvernement sont en marche et n'occultent pas le sous-secteur de l'éducation. L'école doctorale des sciences économiques et de gestion de l'université d'Abomey-Calavi a organisé la semaine dernière les soutenances de thèses de doctorat. Plusieurs dizaines d'impétrants ont planché et parmi eux, Ernest Guillaume Sossou et Georges Odouaro, Bruno Swahili, Daniel Ada et Ramatou Lawani pour le point. C'est une semaine de vérité qui se referme à l'école doctorale des sciences économiques et de gestion. Au total, 9 impétrants en sciences économiques, dont Ernest Guillaume Sossou, et 22 en sciences de gestion, dont Georges Odouaro, étaient à l'assaut du doctorat. Vous êtes digne de porter le grade de docteur en sciences économiques de l'université d'Abomey-Calavi avec la mention très honorable. La délivrance pour ces deux impétrants dont les travaux de recherche ont été axés pour l'un sur les pratiques de calcul de coûts et performances organisationnelles des industries du Bénin et l'autre sur la pertinence de l'instrument monétaire dans l'intégration commerciale et la croissance économique dans l'espace CEDEAO. Nous avons développé ce thème parce que, vous savez, pour que les entreprises puissent prendre la bonne décision, il faut qu'ils maîtrisent les charges. Pour maîtriser les charges, il faut d'abord maîtriser les coûts. Et les informations, pour calculer les coûts, ces informations tirées de la comptabilité financière. Nous avons essayé de voir un peu comment les pays de la CEDEAO arrivent à échanger entre eux, quelles sont les insuffisances et quelles sont les solutions qu'on peut apporter. La solution, c'est la diversification des exportations parce que nous avons constaté que les exportations des pays de la CEDEAO sont concentrées autour de quelques produits. Ils ont chacun mené des recherches approfondies pour produire des documents de qualité reconnus ici à leur juste valeur par le jury. Les pratiques de coûts telles qu'exercées au Bénin aujourd'hui sont trop embryonnaires. Et là, il faudrait que les entreprises arrivent d'abord à savoir que c'est une comptabilité qui est importante au même titre que la comptabilité financière. Nous étions partis pour élaborer une thèse qui contribue, n'est-ce pas, et qui aide les pays, n'est-ce pas, à améliorer leur situation économique. Et c'est ce que nous avons pu faire. Nous avons même essayé de définir une carte de spécialisation qui permet à chaque pays de se spécialiser dans la production d'un bien et qui permet d'optimiser la croissance dans ce pays-là. Ici, comme pour les autres impétrants, des thèmes authentiques, des jurys de niveau relevé et des travaux de recherche de qualité ont conditionné le bon déroulement de cette semaine où le savoir s'est exprimé. Une semaine décisive et d'expression de l'excellence pour les impétrants dont la quasi-totalité a recueilli la mention très honorable. Les députés sont désormais mieux outillés pour agir en faveur de la santé des Béninois. Les 27 et 28 mai, ils se sont réunis à Grand Popo pour un atelier de renforcement de capacités techniques sur la couverture sanitaire universelle. La teneur des échanges dans ce compte rendu signé Ola Rodrigue Babagrito. Le directeur national de la santé publique est en pleine explication sur la couverture sanitaire universelle au Bénin. Les parlementaires et le personnel de l'Assemblée nationale suivent religieusement. Tant le sujet est d'un enjeu crucial
pour ces législateurs. Le meilleur moyen d'assurer la sécurité sanitaire et la prospérité est de mettre en place un système de santé offrant une couverture égale à tous. Selon Dr Tedros, directeur général de l'OMS, je cite, « Les parlementaires ont un rôle crucial à jouer pour y parvenir ». Fin de citation. L'initiative de cet atelier émane de l'Union interparlementaire. L'objectif est de mieux outiller le milieu parlementaire sur la couverture sanitaire universelle. Nous, parlementaires, devons doubler nos efforts pour que les grands principes en matière d'équité et d'accès universel aux services de santé essentiels soient mis en œuvre. C'est pourquoi nous ne devons avoir aucun complexe à aller à l'école des pays qui, peut-être, expérimentent déjà à grande échelle le dispositif de couverture sanitaire universelle. Durant 2 jours, des communications sont données aux parlementaires par des experts nationaux comme étrangers, sous le regard bienveillant de l'OMS, venu en appui à ces assises. J'aimerais profiter de cette occasion pour souligner que l'OMS entrevoit d'ailleurs entreprendre une étude sur les lois de santé publique pour la CSU dans la région africaine de l'OMS, afin de fournir des données probantes qui permettront de renforcer la sensibilisation des États membres, d'évaluer les lois existantes et leur mise en œuvre, de répondre aux soutiens spécifiques des pays à partir d'outils adaptés et enfin de partager les leçons apprises. Les parlementaires repartent ragaillardis, mais souhaitent être mieux informés sur le mécanisme de financement de la couverture sanitaire universelle. La fête des mères, on en parle à présent avec Jean-Claude James. Il nous aide à répondre à cette question. Être mère, est-ce un sacrifice? Les mères rencontrées ont donné leur opinion sur la question. Écoutons quelques-unes à travers ce reportage. Derrière ces bouts de chou se cache une femme, la mère, l'être qui a reçu la grâce de porter et de donner vie dans le genre humain. Je leur dis bravo et je leur dis merci d'être maman, parce que au-delà de ce qu'on peut imaginer, c'est pas une mission en fait qu'on peut décrire. Une mission à plusieurs volets, un long processus pour fabriquer des héros ou des citoyens bâtisseurs d'une nation. Vous savez, on ne va pas rêver faire que des héros. On va rêver faire des gens qui contribuent, qui sont là pour l'humanité, qui apportent quelque chose à la société, qui apportent quelque chose aux autres, qui est là pour les autres. Bref, si on cultive chez nos enfants cet amour-là, c'est du travail bien fait, on aura des forgerons qui seront extraordinaires, on aura des instituteurs, chacun dans son domaine sera excellent. Les gens qu'il faut pour l'avenir de notre pays, de toute une nation, et c'est de ça qu'il s'agit en fait. Alors, être mère n'est-il pas souvent un sacrifice? C'est un grand sacrifice, oui, c'est énorme. Simplement parce que une mère, c'est une épouse, une maman, et papa et maman à la fois aussi, des fois. Donc c'est pas un petit rôle. Je n'aime pas dire que c'est un sacrifice parce que c'est au-delà de ça, c'est un don de soi. C'est un mélange de sentiments qu'on est incapable en tant que maman de décrire. Donc franchement, on est juste heureuse d'être maman. Et il n'y a pas que ces femmes-là qui ont des enfants qui sont mamans. Il y a ces femmes-là qui n'ont pas d'enfants mais qui donnent beaucoup d'amour, qui participent, qui contribuent à l'éducation des enfants des autres. Et à ces femmes-là également, je dis chapeau. Courage. Ne baissez jamais les bras. C'est une bénédiction de Dieu. Priez que un jour ça viendra naturellement. Eh bien, bonne fête à toutes ces mamans, à toutes les femmes. Je souhaite une bonne fête à toutes les mamans du monde et je leur fais un très gros bisou. Bonne fête donc à toutes les mamans. C'était hier dimanche 29 mai. Après 4 semaines de formation, les étudiants de la 6e édition de coaching 100% voix ont reçu leur parchemin ce samedi 28 mai 2022. Tous sont repartis avec des voix complètement métamorphosées. Nos reporters FIFA et Salomé Atadedji et Igor Ayosso étaient à la cérémonie de remise des attestations de fin de formation. Réaliser, c'est un mode de vie de travail du moins. Juste 4 semaines de coaching et la voix de Mélissa n'est plus pareille. Réaliser, c'est un mode de vie et de travail.
C'est un état d'esprit rempli d'objectifs et de passion. La métamorphose est impressionnante. Cela est rendu possible grâce au laboratoire 100% Coaching Voix. J'ai fait un pas, un grand pas. J'ai une belle voix, je suis contente, je suis satisfaite. Tel que Mélissa, tous les étudiants de 100% Coaching Voix, édition 6, repartent satisfaits. Je suis très satisfaite parce que j'ai constaté à mon niveau qu'il y a beaucoup d'améliorations. Il y a cette voix grave que j'avais pas. J'avais une fine voix et aujourd'hui je peux parler avec une voix un peu plus grave. J'avais vraiment un problème de diction et avec le coach Dimitri, et j'ai pu améliorer ça. Nous avons reçu des pasteurs, nous avons reçu des policiers, nous avons reçu également des cadres, des autorités politico-administratives. Nous lançons chaque mois des éditions du 100% Coaching Voix. Nous sommes à la 6e édition. Donc bientôt, nous allons encore lancer une autre. Dans le Coaching Voix, mon ami Dimitri va très loin et c'est très bien parce que j'ai vu donc, les résultats, l'avant et l'après. Franchement, c'est du bon boulot. Avec 100% Coaching Voix, parler de manière séduisante et imposante, c'est désormais possible. Pleine joie des supporters du Real Madrid pour la victoire à la 14e Ligue au Stade de France. Au Nigeria, le parti d'opposition PDP, Parti démocratique populaire, choisit l'ancien vice-président Atiku Abubakar comme son candidat à l'élection de 2023. La compilation de l'information à l'international, c'est avec Ezekiel Jaco. Les supporters du Real Madrid étaient aux anges samedi soir après la 14e Ligue des champions décrochée par le club au Stade de France. Une victoire 1-0 en finale face à Liverpool grâce à un but inscrit par le Brésilien Vinicius. Côté Liverpool, c'était la soupe à la grimace. Les Reds restent bloqués à 6 victoires dans la compétition après s'être déjà inclinés en finale face au Real Madrid en 2018. Les habitants de Goma se félicitent des sanctions prises par le gouvernement à l'encontre du Rwanda. Certains sont heureux de cette décision, mais estiment que ces mesures ne sont pas suffisantes et attendent de leur gouvernement qu'il aille encore plus loin. La République démocratique du Congo accuse le Rwanda de soutenir les rebelles qui ont attaqué une ville située à 20 km de la ville de Goma, forçant les milliers de civils à fuir en début de semaine. Le Rwanda a déclaré samedi dernier que 2 de ses soldats étaient retenus en captivité par des rebelles en République démocratique du Congo et a accusé les autorités gouvernementales de ce pays de soutenir le groupe responsable. Le principal parti d'opposition du Nigeria a désigné samedi dernier l'ancien vice-président Atiku Abubakar comme son candidat à l'élection de 2023 pour remplacer le président Muhammadu Buhari. Atiku Abubakar, 75 ans, musulman du nord du pays et pilier du Parti démocratique populaire PDP, a tenté à plusieurs reprises d'accéder à la présidence du pays le plus peuplé d'Afrique. Il a remporté la majorité des voix des députés du PDP qui ont voté lors d'une élection primaire à Abuja samedi dernier. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi.